de perdre un nègre parce que ce nègre a pu comprendre son histoire. Donc vous comprenez que l'histoire, lorsqu'on vous l'enseigne sans dogme, sans doctrine, sans dessin particulier, elle vous sert beaucoup de repères parce qu'elle vous donne l'image qui est exacte. À ce moment, vous convoquez donc le binaire de ces sociétés. C'est-à-dire que vous résumez souvent dans la réaction, dans la réponse qui est celle de l'approche à la loi naturelle. C'est-à-dire, vous comprenez que parce que vous aviez exprimé votre liberté, cette expression de liberté devient un peu comme une dent. Et à ce moment, petit à petit, on vous attire vers la sémantique de dent pour dent, œil pour œil. Malheureusement, à personne vous n'aviez arraché une moindre dent. Vous avez simplement réclamé le respect de votre identité véritable. Mais la symbolique de cette binarité, d'un côté l'œil, de l'autre la dent, parce que cette binarité, elle est là, elle tourne. Alors si ce n'est pas dent pour dent, vous verrez peut-être que c'est œil pour œil. Et lorsque ce n'est pas œil pour œil, vous verrez probablement que c'est dent pour œil, ou œil pour dent, ou dent pour œil, je ne sais pas. De toute façon, vous n'avez que l'œil et la dent. Mais pour rien. Pour rien. Parce qu'on se rend véritablement, celui qui m'écoute se rend véritablement compte que lorsque l'individu que je suis est arrivé en Afrique et est resté presque 20 ans sans activité, 20 ans anéanti, diffamé de fou, pourchassé partout, et que logiquement, dans ce contexte, il ne soit jamais allé toquer à une porte pour demander du travail, vous comprenez l'écrasement je ne sais pas, de l'effort d'un humain. Parce que lorsque vous m'écoutez, sur la base même de cet enseignement, enfin de ce savoir, de cette culture, disons-le, cette culture dont certains estiment médiocre, malheureusement, quand vous êtes dans la rue, ce n'est pas tous les jours que ça court de rencontrer quelqu'un qui soit à même, qui soit, je vais dire, d'une approche à comprendre exactement ce que vous voulez lui dire, c'est-à-dire avec des arguments aussi variés, avec des connaissances certainement très simples, mais aussi diverses dans les différents sujets qu'on puisse aborder. Mais vous voyez l'histoire, vous comprenez l'histoire, vous comprenez que l'histoire est une matière, l'histoire est le sujet d'une étude, d'un enseignement. Mais malheureusement, certains sont interdits d'apprendre leur histoire, uniquement parce que l'apprentissage de leur histoire, plus tard, constituera un mobile défense face à l'histoire des autres. Et là, vous comprenez que les rapports sont toujours inégaux. C'est-à-dire, on vous tranche de votre histoire uniquement parce que une fois que vous avez la connaissance de votre histoire, cette connaissance de votre histoire devient attentatoire à l'histoire d'un tiers. C'est malheureux. Vous comprenez donc que l'enseignement de l'histoire est subordonné, l'enseignement de l'histoire est conditionné. L'enseignement de l'histoire
dans sa transmission est codifié. Il y a des codes qu'il ne faut pas toucher. Et à ce moment, vous avez toute la peine à réaliser lorsque vous regardez la télé, qu'on vous dise qu'un homme a été tué parce qu'il a enseigné l'histoire. Et là, vous avez comme l'impression que c'est un message qu'on vous renvoie à vous lorsque vous regardez la télé. Un peu comme si on vous disait, comme c'était un monologue. Alors, continue de parler de l'histoire. Finalement, ça pourrait aboutir à ta mort. Un peu comme ce qu'on me propose en ce moment. Mais bon, mais je l'ai dit, hein, l'Égypte, c'est-à-dire les Médou-Nétières, n'ont pas pu régler le problème de l'alchimie. Et puis la syriologie non plus. Parce que celui qui lit les mythes de la syriologie comprend que ces mythes sont beaucoup plus les mythes sur l'immortalité. Donc, il n'y a d'ailleurs pas de... il n'y a d'ailleurs pas de doute lorsqu'on se rend bien compte que pendant qu'on présente Platon comme philologue, on explique uniquement qu'il est philologue parce qu'il a été en Égypte et il a été en Mésopotamie, c'est-à-dire sur cette partie où l'étude consacre la syriologie. Donc, tu es un enseignant pour l'histoire. Vous comprenez que c'est... Vous comprenez qu'il n'y a pas de liberté. Vous comprenez qu'on ne peut pas exposer l'histoire. Vous comprenez que ça vous retourne. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être en Europe. Vous pouvez même être ici au Cameroun. Et on vous demande de ne même pas parler de l'histoire. Mais quel est véritablement l'enseignement que je tire de l'histoire ici en Afrique? C'est que je vais essayer quand même de parcourir. Je vais quitter l'Afrique centrale pour essayer de parcourir l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Et là, je passerai par le Rwanda. Mais je reviendrai dans une émission, enfin dans une vidéo spéciale par rapport à mon expérience au Rwanda. Mon expérience au Rwanda est beaucoup plus... elle est beaucoup plus marquée par la dénonciation des méthodes des services de renseignement. En effet, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Parce qu'à un certain moment, vous allez vous rendre compte que la cybercriminalité est d'abord l'activité principale des États, c'est-à-dire ceux qui pratiquent beaucoup plus la cybercriminalité sont les États. Mais bon, c'est pas, je l'expliquerai plus tard. En effet, j'arrive donc en Tanzanie en passant par le Rwanda. Comme je l'ai dit, je suis d'abord passé par le Rwanda pour des raisons que j'exposerai plus tard. Mais effectivement, au Rwanda, en Tanzanie, pardon, j'ai vu les Massas. Je les ai vus dans leur tradition, dans le sens de leur humanité, dans la différence qu'ils ont manifestée par rapport à leur tradition, et surtout dans le rapport du portrait, que certains m'ont fait du Massa, c'est-à-dire un homme qui fondamentalement, le traditionnaliste que j'ai vu, un homme qui fondamentalement est accusé de ne même pas parler le Swahili, enfin, qui est très attaché à sa tradition. J'ai vu effectivement ce que moi et de nombreux autres Africains regardons à la télé dans cette chaîne qu'on appelle National Geographic. Ça, je l'ai vu avec mes yeux, les bêtes dans les rues, dans les parcs,
Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pu apprendre que le Kilimandjaro n'est pas au Kenya, mais qui se trouve plutôt en Tanzanie. Donc, j'ai pu voir des Européens, des Arabes, des Chinois, des Indiens. Celui qui a la possibilité d'aller en Tanzanie, qu'il aille en Tanzanie. Moi, j'étais à Dar es Salaam. Et là, à Dar es Salaam, je vivais dans un quartier qu'on appelait Ubungo, non loin de la station des bus. Donc, quand je quittais dans Ubungo en bus pour aller au centre de Dar es Salaam, ça me rappelait un peu, c'est-à-dire à un certain niveau, après avoir traversé ce lieu où sont concentrés à la fois une grosse mosquée, une grande cathédrale et un temple hindou. Après, on a comme l'impression qu'il y a un vide, c'est-à-dire un écart entre cette nouvelle cité, c'est-à-dire ces périphériques, et le centre historique de Dar es Salaam. Et quand vous observez ça une ou deux fois, trois fois, vous vous demandez si ça ne vous renvoie pas à l'histoire des Allemands au Cameroun qui voulaient faire la côte uniquement pour le monde européen et puis les quartiers un peu éloignés de la côte, du centre, pour les indigènes. Mais seulement, vous allez voir que, enfin, celui qui a la possibilité d'aller à Dar es Salaam, même comme ça porte un nom arabe, que je pourrais, enfin, je n'ai même pas besoin d'expliquer, vous-même, vous pouvez aller dans les dictionnaires, les bouquins, les livres, et chercher pourquoi la ville s'appelle Dar es Salaam, mais c'est de l'arabe. Aussi, avant même d'arriver à Dar es Salaam, lorsque vous parcourez la Tanzanie à l'intérieur, vous constatez au sein des populations la présence des personnes complètement blanches, mais qui vivent là depuis longtemps. On vous dit que c'est des Arabes qui sont venus d'Oman, donc qui sont citoyens tanzaniens, qui sont là depuis longtemps, les parents sont là depuis longtemps, et qui ne parlent que le Swahili. Mais Dar es Salaam, c'est bien. Pourquoi? Parce que lorsque vous y arrivez quand même, vous vous rendez compte qu'à partir du centre de Dar es Salaam, c'est-à-dire cette place où se trouve le beach, du moins là où on prend les embarcations, les navires pour aller à l'île de Zanzibar, cette place vous montre immédiatement l'ouverture vers l'océan Pacifique. Ça se voit, c'est extraordinaire, ça se voit très bien. Et vous constatez que dans le port de Dar es Salaam, tous les navires qui entrent sont vus dans la ville. C'est-à-dire quand le navire entre pour aller accoster à son quai, mais le navire passe d'abord en pleine ville, tout le monde le voit passer. Donc, il faut y aller. Enfin, celui qui a la possibilité d'aller en Tanzanie, qu'il aille. C'est un très très beau pays. Mais là, au centre de Dar es Salaam, là où c'est le terminus, par exemple, du bus qui vient de Ubungo et qui fait descendre tout le monde là, en face, vous aviez, enfin, pas vous aviez, vous avez un jardin public. Et juste en face de ce jardin public, il y a une église, l'église anglicane. Et vous comprenez donc que tout nouveau à Dar es Salaam, j'arrive, je vais donc me reposer dans ce jardin et je vois un prêtre blanc sorti de sa chapelle, traverser sa cour, venir vers le jardin où je suis librement assis. Je ne sais pas si ce jardin appartenait à cette église anglicane, mais c'était un jardin dans le centre-ville de Dar es Salaam, à côté de cette église. Et il y avait d'autres personnes assises dans ce jardin. Et vous avez comme l'impression que la scène est préparée, parce que le prêtre anglican qui sort, il marche avec autorité, et tout le monde le regarde comme si on attend véritablement
la manifestation de la scène. Et vous le voyez donc s'approcher et me chasse par le geste du doigt. Et à ce moment, vous comprenez, vu mon âge, vous comprenez que toutes les personnes qui sont assises tout autour de vous attendaient effectivement cet événement. Un prêtre blanc, anglican, qui vient me chasser de Tanzanie, sur une terre noire, l'Afrique. C'est-à-dire, j'ai été chassé d'Europe parce que j'ai décidé de ne plus appartenir à aucune religion. Au-delà de ça, ne même pas appartenir à une certaine conception, ne même pas m'approcher à l'idée du partage d'une certaine conception de l'idée de la famille. Une conception que j'ai refusé de partager. Enfin, ceux qui comprennent la langue française devraient absolument entendre ce que je suis en train de dire. Et ce prêtre, ce que vous avez refusé, et pour lequel vous avez estimé que vous deviez avoir de la liberté, mais cela vous suit. Et cela ne vous suit même plus dans votre pays, c'est-à-dire, vous aviez estimé qu'une fois retourné et rentré en Afrique, au moins l'Afrique vous sera ouverte, parce que déjà en Europe, on vous a uniquement identifié par rapport à l'Afrique. Et vous arrivez donc à l'Afrique et vous êtes surpris que sur une terre africaine, c'est un prêtre anglican qui vous chasse. Mais pourquoi ce prêtre anglican me chasse-t-il? C'est parce que, mais là, il y a quand même un superstrate qui règne encore. Mais il y a le Swahili. Et vous comprenez donc que ils ont même décidé que je ne puisse plus apprendre une autre langue. Donc, et là, vous vous posez la question de savoir, mais comment ils ont pu installer le Swahili, bien que le Swahili ait énormément de substrates de l'arabe, parce que Zanzibar est à côté, et donc une partie de l'Orient, une partie de l'Arabie regarde plutôt, enfin les gens ont pu traverser cette partie de l'Arabie par le Yémen, entrer en Somalie, entrer en Érythrée, entrer à Djibouti, etc. Et certains sont même, puisque l'île de Zanzibar était là, un énorme port, c'est-à-dire un énorme port, un gigantesque port d'esclavage, d'esclaves noirs, mais cette fois-ci, dont la plupart étaient balancés en Asie et, et ramenés aussi en Arabie, en Orient. Et là, vous comprenez que bien que l'anglais soit parti comme langue, ne représente plus qu'un, je pourrais dire, un superstrate. Mais il s'agit toujours d'une propriété de la Grande-Bretagne, dans le sens de l'indication de ce prêtre anglican, c'est-à-dire cette invitation sauvage et brutale consistant à me demander de quitter la Tanzanie. Mais bon, je ne quitte pas la Tanzanie. J'ai besoin plutôt d'aller voir Maputo. Et là, vous comprenez que lorsque j'arrive en Zambie, on me ferme la barrière. Donc, je dois imaginer que là-bas aussi passe le fleuve Zambèze. Mais comment sera le retour? En effet, le retour sera la lecture de la réalité. L'Afrique qui est quadrillée.
La Zambie, d'autres Africains, les Africains de l'Afrique de l'Est, passaient. Mais après la Tanzanie, vous vous rendez compte que la Zambie, là-bas, c'est toujours le règne de l'anglais. Parce que si parfois, pour communiquer, j'avais été obligé de me servir de la langue anglaise, j'avais quand même dû remarquer que cela avait heurté gravement de nombreux Tanzaniens qui ne voulaient pas voir un noir parler en anglais chez eux, surtout leur parler anglais. Mais naturellement, je ne savais pas parler le Swahili, si ce n'est Chipsiaï. Donc, vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à quel point le monde occidental et oriental nous dresse les uns contre les autres. Et lorsque vous cherchez le mobile, la raison, vous constatez qu'il nous dresse les uns contre les autres uniquement parce que nous portons d'abord des identités de langue. Et par rapport à cela, vous voyez que lorsque j'évoque mon sort, je pourrais vous dire que la peur n'est pas de dormir dans la rue. Déjà que ma mère n'a pas laissé une maison, mais simplement je suis persuadé du fait que l'homme blanc pense encore ou espère encore que je pourrais l'écouter, l'admirer, non, mais ce n'est qu'un gros leurre. Je l'ai effacé de ma mémoire. Je l'ai effacé de mon projet. Vous voyez, il y a une chose terrible. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaye de me censurer dans les réseaux sociaux, apparemment, on voudrait laisser entendre que j'ai un discours qui blesse des communautés. Mais une fois que vous allez dans l'histoire, tous les documents sont là, c'est-à-dire le discours de Lumumba, le discours de la déclaration d'indépendance de Lumumba, ne peut pas être retenu dans les réseaux sociaux comme un discours qui blesse des communautés et des sensibilités, parce que celui-là avait été censuré et on avait vu la fin, c'est-à-dire le triste destin de Patrice Emery Lumumba. Mais en effet, lorsqu'on laisse passer le discours de Patrice Emery Lumumba, mais il y a quelle différence? Mais quelle différence y a-t-il? Mais il y a toutes ces choses dans ce discours. Donc, je pense que l'Occident s'imagine qu'il peut encore censurer le discours de Lumumba, c'est-à-dire qu'il peut encore revenir peut-être 50 ans après censurer le discours de Lumumba. À mon sens, je suis totalement persuadé du fait que l'homme blanc ne pourra jamais plus me récupérer. Je pense que j'ai désormais des valeurs. Donc, je sais que lorsque je dis que c'est une injustice qu'on vienne me brimer parce que je parle des choses pour lesquelles j'ai payé de l'argent.
Mais en effet, j'ai payé de l'argent parce que c'est vrai qu'on ne payait pas les études en tant que telles en Allemagne, mais je devais travailler pour aller à l'école, je devais travailler pour vivre, je devais travailler pour... donc, dans ce cadre-là, toutes ces années, 11 années d'études, tout cet argent est allé uniquement pour me permettre d'étudier. Et en retour, on me demande de me taire parce qu'on me demande de regarder mes lèvres, comme si mes lèvres souffraient avec... Enfin, comme si c'est eux qui portaient mes lèvres. Donc, je pense que euh, ma plus grande... Ma plus grande... Comment le dire? Je pense que ma plus grande satisfaction, ma plus grande satisfaction et ma plus grande richesse à la fois est d'être retourné en Afrique. Parce que dans cette Afrique, je vois quand même que même les investissements portent les noms des bailleurs de fonds, qui bien souvent sont orientaux ou occidentaux. Alors, je suis totalement dans l'imaginaire suivant lequel l'humanité que je porte est une humanité orpheline, indexée, image de tous les maux les plus misérabilistes. La raison est simple, c'est que l'humanité nègre, ou du moins personnellement comme désigné appartenir à l'humanité nègre, j'ai la pleine certitude que le rapport de violence qu'on m'inflige s'articule en des termes tels que soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Sincèrement, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas contre vous. Désormais, je ne vous connais plus, je vous ignore. Et soyez contre vous-même, pas contre moi, soyez contre vous-même. Je conclurai en disant que je comprends bien l'attitude des médias au sein de l'humanité noire en Afrique. Les médias, je pourrais dire que les médias n'ont pas la plénitude de leur jeu. Bonsoir, je vous remercie.